Ça y est, on y est, la période du Ballon d'Or arrive, celle où tous les débats s'enflamment pour défendre son joueur. Enfin bon, cette année moins que d'autres, non, vous ne trouvez pas? Ça fait plusieurs années maintenant que le Ballon d'Or semble avoir perdu de sa magie, certainement dû à la surdomination de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, en plus des derniers votes qui n'ont souvent pas vraiment de sens. Le joueur avec la plus grosse statistique individuelle sera toujours le lauréat, au détriment d'un défenseur ou d'un joueur de collectif. Véritable non-sens de récompenser un seul individu dans un sport collectif, le Ballon d'Or est devenu une tradition depuis 1956. Une tradition qui prend sûrement un autre virage cette année. Regardez la liste des 30 nommés, beaucoup de joueurs n'ont jamais été nominés auparavant, on a énormément de jeunes joueurs dans cette liste, on a même un joueur d'à peine 17 ans, un record historique. C'est le symbole d'un football qui change et on entre dans une nouvelle génération. Pour la première fois depuis 2004, ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi ne sont nominés. L'élu de cette année sera donc un ballon d'or inédit. Modric et Benzema ne sont plus là, comme Robert Lewandowski, Kevin De Bruyne, Antoine Griezmann ou encore Mo Salah qui n'y sont pas non plus. Ce ballon d'or a donc quelque chose de spécial et semble être le premier de la nouvelle génération. Et il pose même une question sur le point de vue qui doit être mis en avant pour le gagnant, mais ça vous verrez dans la vidéo. Comme chaque année, on va vous proposer notre liste du Ballon d'Or. Cette fois-ci, on va pas faire les 30, mais plutôt les 15. C'est plus facile, en plus c'est plus agréable et surtout les derniers joueurs. En fait, c'est difficile de les placer. Si un joueur est 30e ou 29e, en vrai de vrai, c'est la même chose. Du coup, on a essayé de se mettre d'accord à deux en prenant en compte les critères officiels établis par France Football, c'est-à-dire les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des prétendants, les performances collectives et le palmarès accumulé au cours de la saison, ainsi que la classe du joueur et son sens du fair play. Allez, le décor est planté, on va rentrer dans le vif du sujet, mais n'oubliez pas que ce sont nos avis et que vos avis peuvent être différents. Du coup, dites-nous tout ça dans la barre des commentaires. Sur ce, c'est parti générique. Antonio Rüdiger, le défenseur le plus fou d'Europe. Toujours avec son style ultra agressif, Rüdiger a parfaitement pris le rôle de leader de la défense malgré les absences de Alaba et Militao. C'est le défenseur central le plus haut de la liste et c'est assez normal. Il a été le défenseur le plus fort de l'année, toujours à la limite dans son agressivité, rapide avec une course de malade mental avec les pieds en l'air, vous vous rappelez. Rüdiger a été impérial. Sa double confrontation contre Manchester City où il a pocket Haaland reste encore dans les mémoires. Ce mec, quand tu joues contre lui, il te rend fou, mais l'avoir dans ton équipe, c'est un pur bonheur. Parce qu'il n'y a pas que la Ligue des Champions et l'Euro dans la vie, voilà le protagoniste principal de la victoire de l'Atalanta en Europa League, Ademola Lookman. Peut-être le joueur le moins connu de la liste et pourtant, Lookman a réalisé une superbe saison. Pouvant occuper tous les postes offensifs, le Nigérien s'exprime le plus souvent à gauche où il peut faire parler sa vitesse et ses dribbles tout en se montrant décisif. 11 buts et 8 passes D en Serie A avant notamment d'inscrire ce formidable triplé en finale d'Europa League pour infliger la seule défaite de la saison à Leverkusen. Une performance historique pour permettre à l'équipe de Gasperini de remporter son premier trophée européen de son histoire, une récompense du merveilleux travail de l'entraîneur depuis quelques années. Lookman a aussi failli toucher le Graal en sélection, mais il a échoué en finale de la CAN face à la Côte d'Ivoire malgré une compétition de très haut niveau. Unique buteur en 8e et en quart de finale par exemple, la saison du Nigérien a donc été bien complète, ce qui lui a valu quelques rumeurs de transfert notamment au PSG. Rien de bien concret pour un joueur assez souvent sous-coté qui pourrait encore faire parler de lui avant de franchir le pas dans un plus grand club. Place au cyborg, celui qui aurait pour beaucoup dû remporter le dernier ballon d'or, Erling Haaland. Cette année, encore le Norvégien a enquillé les buts, 38 buts avec Manchester City, évidemment encore une fois meilleur buteur de Première Ligue, mais cette année a évidemment été moins impressionnante que la dernière, moins de buts, les adversaires notamment des grosses équipes arrivent un peu mieux à le prendre, et surtout assez peu de buts face aux plus grandes équipes, quelques-uns par-ci, quelques-uns par-là, quelques buts face aux Big Six, notamment Manchester United, mais un apport toujours aussi limité dans le jeu, donc forcément, quand il ne marque pas, il n'est pas assez performant, comme face au Real par exemple, où il a été totalement muselé par Rüdiger. En fait, dans un classement du Ballon d'Or, Haaland va beaucoup dépendre de ses équipes. Comme vous avez pu le voir, cette saison, il a fait une performance assez moindre en Ligue des Champions, il y a une non-qualification à l'Euro, c'est ce qui lui empêche d'accéder au top 10. Même si on ne va pas banaliser une nouvelle Première Ligue avec des chiffres encore hallucinants pour le cyborg norvégien, qui semble lui aussi reparti pour écraser d'autres records. On part sur un autre buteur avec des stats encore plus impressionnantes, monsieur 45 buts et 12 passes décisives juste avec le Bayern, monsieur Harry Kane. Quelle première saison pour lui en dehors de l'Angleterre. Sur le plan individuel, c'était peut-être sa meilleure saison. Il a cassé des records de précocité en championnat, a vite enchaîné but sur but, 4 triplés, des passes décisives aussi, meilleur buteur de Ligue des Champions et soulier d'or. L'Anglais n'a rien laissé sur le plan personnel, mais sur le plan collectif, la malédiction continue pour Kane, toujours sans titre.
Pour la première fois depuis plus de 10 ans, le Bayern n'a pas remporté la Bundesliga. Pire encore, le club n'a même pas remporté un trophée, enchaînant des éliminations en demi-finale contre le Real et même en Coupe d'Allemagne face à Saarbrück. L'Euro de Kane a été assez catastrophique sur le plan personnel, ce qui ne l'a pas aidé. Sorti par Watkins par moment, le capitaine des True Lions n'a pas emmené la sélection au Graal pendant que le Bayern l'a lâché. Normalement, cette année, c'est la bonne pour Harry. Un titre devrait enfin arriver, surtout si tu arrives à nous reproduire une saison comme celle-ci. Aux portes du top 10, on retrouve notre unpopular opinion, le joueur de l'Inter, Hakan Çalhanoğlu. Pour ceux qui suivent un peu moins la Serie A, sachez que Çalhanoğlu a clairement été le meilleur milieu du championnat, un championnat assez largement remporté par son équipe. Il est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe dans ce rôle de regista. Le Turc mène le jeu depuis l'arrière avec notamment une qualité de jeu lent stupéfiante, 13 buts en championnat avec quelques coups francs et quelques grosses frappes en bonus. Ce n'est déjà pas si mal et son parcours avec la Turquie à l'Euro rattrape un peu la décevante Ligue des Champions. Capitaine de la sélection turque, Çalhanoğlu fait des merveilles en étant le leader d'une équipe très jeune. Il est la rampe de lancement du milieu de terrain, il permet en partie à la Turquie d'atteindre les quarts de finale, une année vraiment incroyable pour lui, seulement le 4e Turc à être nommé au Ballon d'Or. Voilà, c'est peut-être un peu osé, mais on voulait vraiment récompenser un joueur qu'on aime énormément. On entame le top 10 avec un joueur qu'on attendait à ce niveau depuis des années. Phil Foden a enfin atteint le niveau qu'on lui destinait. Le niveau de celui d'un top mondial capable d'être le leader de Manchester City, notamment en l'absence de Kevin De Bruyne. Cette saison, il a inscrit 26 buts et 12 passes décisives. Dans le cœur du jeu ou sur le côté gauche, Foden a répondu aux attentes avec des moments forts comme cette frappe contre le Real ou ce doublé à la dernière journée dès le début du match pour valider le titre de Manchester City. L'homme fort de City, cette année, c'était lui. Et il a été logiquement récompensé du prix du meilleur joueur de la saison en Première Ligue. Malheureusement pour lui, son euro a été vraiment mauvais. Sinon, une victoire finale avec sa sélection aurait pu le placer vraiment très haut. Kylian Mbappé, 9e de notre classement, son pire classement à égalité avec l'année 2021. D'abord, c'est là qu'on comprend le niveau et la régularité de Mbappé dans sa carrière, mais c'est aussi là qu'on comprend que cette année a été vraiment difficile pour lui. Évidemment, il a encore une fois été élu meilleur joueur de Ligue 1, meilleur buteur, vainqueur du championnat et de la Coupe de France. Super, mais pour le soi-disant meilleur joueur du monde, c'est sûrement trop peu. On juge Kylian et le PSG en Ligue des Champions et on ne va pas nous la faire. Mbappé a fini meilleur buteur, 3 buts face à la Sociedad ou encore 2 face au Barça. Très bien, mais quand on a regardé les matchs, on a bien vu que Mbappé a été en difficulté dans le jeu. Il a perdu en explosivité, il n'arrive plus à passer son vis-à-vis. On a l'impression de perdre un peu l'ancien Kylian qui était considéré comme un génie. Sa double confrontation contre Dortmund est une catastrophe. L'impression d'être un peu moins impliqué dans le projet, la tête ailleurs. Son euro aussi a été absolument catastrophique. Des polémiques par-ci, des polémiques par-là. Encore récemment avec la dernière trêve internationale. Bref, une saison à oublier pour lui. Un nouveau départ arrive au Real Madrid. Si beaucoup le détestent maintenant, on espère quand même qu'il reviendra à son meilleur niveau. Dans le classement officiel, le Français sera sans doute plus haut grâce à ses statistiques. 44 buts en club, c'est quand même pas rien. Et le facteur Real Madrid peut aussi jouer. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit de l'une de ses pires saisons depuis pas mal de temps. C'est au tour d'un joueur de Leverkusen, le magicien de l'équipe, Florian Wirtz. Quelle histoire pour lui, lui qui a seulement 21 ans et qui est revenu l'année dernière des croisés avant de nous sortir cette saison incroyable amenant au doublé national. Au centre du projet offensif, Wirtz était complètement libre sur le terrain, un numéro 10 moderne capable de dribbler, donner les bons ballons, marquer, avec une technique soyeuse qui colle au pied et une élégance dans le geste dont tout le monde est tombé fan. 18 buts et 20 passes D, rien que ça pour l'élément offensif le plus important du Bayer Leverkusen, notamment après la blessure de Boniface. Mais même avant sa blessure, Wirtz n'avait jamais évolué à un tel niveau, au point où la sélection allemande, en grande difficulté, a commencé à croire en ses chances de victoire au championnat d'Europe grâce à l'éclosion de Wirtz et Musiala. On peut se demander si les joueurs qui ont brillé avec Leverkusen l'ont surtout fait grâce au système, mais lui c'est vraiment différent. Lui, on sent vraiment tout le génie, tout le talent qui devrait continuer à briller encore pendant très longtemps. Voilà le plus jeune joueur jamais nominé pour le Ballon d'Or, Lamine Yamal. À peine âgé de 17 ans, Lamine Yamal vient de réaliser une saison absolument incroyable à l'âge de 16 ans, seul rayon de soleil, symbole de l'espoir pour un Barça qui a vécu une saison très compliquée. Lui joue sans pression, il est toujours à la recherche du dribble, de la passe juste pour faire avancer le jeu de son équipe. Très vite devenu titulaire indiscutable, il porte déjà le Barça sur ses épaules. Parmi les meilleurs passeurs de l'année 2024, il sait déjà être important dans les grands rendez-vous. Nuno Mendes s'en souvient encore. Il a aussi été élu homme du match dans l'un de ses premiers classicos, avant qu'arrive l'Euro où Lamine Yamal a été l'un des meilleurs joueurs de la compétition. Décisif à tous les tours à élimination directe, il a été le joueur le plus décisif de l'Euro. On se souvient évidemment de son banger face à l'équipe de France. Mais dans la globalité, on n'a jamais vu un joueur aussi jeune, aussi fort dans un tournoi international. Je vais même aller un peu plus
loin, mais je crois qu'on n'a jamais vu un joueur aussi fort, aussi jeune, un tournoi à l'image du jeune Pelé. Bon, on va pas les comparer, mais il rentre déjà dans la légende en devenant l'un des visages du football européen actuel. Franchement, si Dani Carvajal n'était pas latéral, il aurait répondu à tous les critères d'attribution du Ballon d'Or. Parfois pointé comme le point faible du Real Madrid en début de saison, Carvajal a réalisé une saison de géant comme la légende qu'il est maintenant, impeccable défensivement, toujours avec cette grinta. On déteste un peu tous Carvajal, mais c'est ce dont a besoin une équipe pour remporter de grands titres. Latéral complet par excellence, Carvajal a même su être décisif en finale de Ligue des Champions en inscrivant le premier but. Un but de la tête sur corner pour un joueur d'1m72, c'est assez bizarre. Enfin bon, il a su être un leader lors de l'Euro afin de guider l'ensemble de cette jeune Roja vers le succès. Dani a donc remporté la Liga, la Ligue des Champions et l'Euro avec à chaque fois une importance extrême, la meilleure saison d'un latéral depuis quelques années qui méritait une reconnaissance particulière. El Toro Lautaro Martinez a lui aussi failli réaliser la saison parfaite. Il a été meilleur buteur et meilleur joueur d'une Serie A remportée par l'Inter avec 24 buts inscrits. Il ne faut pas oublier son rôle dans le jeu en formant un duo très complémentaire avec Marcus Thuram. Il est devenu capitaine des Nerazzurri. Il devient avec ce deuxième championnat remporté l'un des plus grands attaquants de l'Inter, perpétuant la tradition des attaquants argentés en Serie A. Oui, je pense à toi, Diego Milito. En plus de ça, il remporte la Copa América en étant le meilleur buteur de la compétition, en marquant notamment le seul but de la finale face à la Colombie. 5 buts en 7 matchs pour Lautaro qui s'est rattrapé de cette Coupe du Monde assez décevante, mais aussi des performances en Ligue des Champions qui ont été cette année encore décevantes comme l'ensemble de l'Inter. C'est vraiment dommage parce qu'avec un parcours un peu plus loin, il y avait vraiment un monde où le nouveau Ballon d'Or serait un nouveau Argentin. Jude Bellingham a longtemps été considéré comme le futur Ballon d'Or et on le comprend notamment avec son adaptation éclair au Real Madrid après un transfert à plus de 100 millions. C'est le coup tactique de la saison, placer le milieu de Jude Bellingham comme un faux neuf, le rapprocher de la surface a été vraiment une franche réussite pour l'Anglais qui a marqué 23 buts dont 19 en Liga. Avec notamment cette faculté à sauver le Real dans les dernières minutes pour arracher les 3 points, un joueur décisif à chaque match, souvent dans les derniers instants, et avec aussi une célébration plein d'aura, et là vous avez la nouvelle superstar du football. Mais on va pas vous le cacher, Bellingham Ballon d'Or, ça se tenait vraiment jusqu'en mars. Au moment où les matchs à élimination directe de Ligue des Champions approchaient, Bellingham à nouveau dans son rôle de milieu classique a été légèrement moins bon. Dans les moments les plus importants, ce sont d'autres joueurs du Real qui ont fait la différence. Lui l'a fait pendant tout le début de saison et notamment en Liga. Même à l'Euro, Jude a semblé emprunté physiquement, il n'a pas su élever une dernière fois son niveau pour valider son Ballon d'Or. 2 buts dont un retourné et une passe décisive en finale, mais c'est un peu faible pour être Ballon d'Or. En tout cas pour cette année c'est un peu juste, mais il n'y a vraiment aucun doute, il reviendra très vite. Et on arrive à l'un de mes chouchous, Toni Kroos. Partant après l'une de ses toutes meilleures saisons, comme un bon vin, Kroos n'a pris aucune ride et a encore régné sur le milieu de terrain adverse, imposant son rythme, notamment contre son ancien club le Bayern Munich. Une résistance au pressing, du jeu lent pour diriger le jeu des Madrilènes, un calme à toute épreuve. À 34 ans, l'Allemand a dominé l'Europe, se montrant décisif dans les moments les plus importants de la saison. Cette passe géniale pour Vinicius contre le Real est le moment le plus important de son année, mais il ne faut pas oublier qu'il est également passeur en finale de Ligue des Champions pour remporter le 6e de sa carrière. Toni a failli avoir la meilleure fin de carrière de l'histoire en remportant presque tous les trophées possibles avec le Real. Il ne manquait qu'une victoire avec l'Allemagne cet été. Si vous voulez un vrai bel hommage à Toni Kroos, vous pouvez retrouver une vidéo entière sur lui et sa carrière sur notre chaîne. Il n'y a donc pas de Ballon d'Or pour lui, mais une très belle 3e place pour l'un des meilleurs milieux de notre génération. Bon, on va pas se le cacher, mais c'est sûrement lui qui va remporter le Ballon d'Or cette année. Devenu l'un des meilleurs joueurs du monde depuis quelques temps, Vini devrait toucher le Graal cette année. Il semble être le choix le plus logique, le plus populaire. Il est l'attaquant le plus dribbleur, le plus impressionnant et décisif dans les plus grands moments. Exactement ce qu'il faut pour être un Ballon d'Or comme dit en introduction. Après, on ne va rien enlever à la saison de Vinicius qui a parfaitement fait son travail. Pas forcément un genre de statistique, il compte tout de même 15 buts et 6 passes D en Liga, en jouant seulement 26 matchs, mais c'est surtout en Ligue des Champions qu'il a brillé avec ses 6 buts et 5 passes D. 2 passes D face à City en quart de finale, ce fameux doublé en demi contre le Bayern et le but de la victoire en finale contre Dortmund. Voilà comment être un Ballon d'Or aujourd'hui, être le facteur X dans les grands bons moments. Cependant, il ne l'a pas été du tout en Copa América, éliminé avec un triste Brésil en quart de finale. Une vraie tâche dans sa carrière pour l'instant pour celui qui n'arrive pas à prendre la relève de Neymar alors qu'il va remporter le trophée qui lui était destiné. Ce Ballon d'Or sera pour beaucoup le plus faible depuis longtemps car Vinicius est détestable sur le terrain mais il est aussi une vraie réponse au racisme. Malheureusement, un caractère fréquent en Espagne et donc Vinicius est devenu vraiment le symbole de cette lutte. Félicitations Vini. Je vous présente notre Ballon d'Or 2024, Monsieur Rodri.
C'est peut-être le joueur le plus important et sûrement le joueur le plus fort des meilleures équipes du monde. Tenez-vous bien, mais officiellement Rodri n'a perdu qu'un seul match cette saison, celui contre Manchester United en finale de FA Cup. Les peu de matchs que Rodri n'a pas joué, City les a perdus. Sans Rodri, la meilleure équipe d'Angleterre et d'Europe au coude à coude avec le Real est complètement perdue. Regardez le choc que sa blessure vient de produire. Tout le monde se dit inquiet pour les Sky Blues. Rodri récupère tous les ballons, il oriente le jeu, il est un vrai leader et arrive même à se montrer décisif dans des moments importants. Déjà élu meilleur joueur européen l'année dernière, élu cette année meilleur joueur de l'Euro, meilleur milieu du monde depuis 2 ou 3 ans, la suite logique pour lui, c'est le Ballon d'Or. On a rarement vu des saisons aussi impressionnantes d'un milieu défensif, même Sergio Busquets réalisait des saisons moins mémorables. Rodri est le genre de joueur qui ne loupe aucun match, il est le premier joueur qu'on signe dans notre équipe pour contrôler le milieu de terrain et imposer sa domination face aux autres. Dans une année où aucun attaquant n'a réussi à briller dans toutes les compétitions, lui l'a fait en remplissant à merveille son rôle de numéro 6. C'est difficile de comparer les postes, mais lui donner le Ballon d'Or est aussi un symbole. Donnez-le enfin à un joueur de l'ombre, à un Espagnol, récompensant la meilleure façon de jouer depuis des années, au meilleur club, des idées footballistiques mises en place par ses aînés enfin récompensés, l'homme de l'ombre par excellence dont est enfin venu le temps de briller. Voilà les gars, la vidéo touche à sa fin, en espérant que vous ayez kiffé. Une nouvelle fois, c'était assez compliqué de tourner cette vidéo, de trouver un classement juste, surtout qu'on est deux visions différentes du football. Par exemple, moi je voulais mettre Çalhanoğlu top 10 du Ballon d'Or, Jordan ne voulait pas trop. Du coup, on a essayé de trouver un arrangement sur plusieurs joueurs. Mais vous, n'oubliez pas de nous donner votre top 10 du Ballon d'Or ou top 15 si vous voulez, c'est un peu plus compliqué, mais le top 10 est vraiment important. Même votre top 3. Sur ce les gars, ciao l'équipe. It's not a game, it's a rich thing.